Bienvenue sur Plus belle la vente, une émission présentée par Atmada pour découvrir les coulisses de la vente. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Plus belle la vente, le podcast dans lequel on démystifie, déconceptualise et vulgarise la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Lucas de la société Net & Connect. Pour la petite histoire, Lucas, on se connaît bien puisqu'on joue au paddle ensemble et je suis membre de Net & Connect. Donc Lucas, je te laisse la parole et peut-être tu te présentes avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Ouais, avec plaisir. Merci pour l'invitation déjà. Lucas Lopez, donc je suis le CEO et fondateur de Net & Connect, qui est un club business qui réunit entrepreneurs, dirigeants, investisseurs et athlètes de haut niveau autour d'événements padel. Je suis aussi un grand passionné de sport. J'ai fait notamment des Ironman et beaucoup de tennis, de padel du coup aussi. Et toujours à la recherche de nouveaux challenges, à la fois entrepreneuriaux, sportifs. Donc, et la vente fait partie de mon quotidien, à la fois pour mon club business et dans mes activités précédentes. Donc, un plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui sur ces sujets-là. Bienvenue. J'espère une rencontre explosive aujourd'hui. On est là pour ça. Ben voilà. On est chaud. Écoute, on rentre dans le vif du sujet sans plus attendre. Est-ce que tu peux nous présenter le concept de Net & Connect ? Ouais, avec plaisir. Alors, Net & Connect, c'est venu d'un concept assez simple qui en fait, les clubs business à Paris, c'est souvent la même chose. Soit il y a des personnes qui sont considérées de touristes, qui n'ont pas l'habitude de venir à des événements business, soit des personnes très haut placées qui sont difficilement atteignables. Et du coup, l'objectif de Net & Connect, c'est justement de réunir des entrepreneurs haut placés autour d'événements sportifs, donc autour du padel. Parce que le padel, c'est un sport qui est convivial, qui est accessible. Et en fait, même quelqu'un qui n'y a jamais joué peut passer un bon moment. Donc, au lieu de se retrouver autour d'un cocktail, d'un dîner, eh bien, les entrepreneurs, les dirigeants, les investisseurs se retrouvent autour d'un padel. Et c'est beaucoup plus simple de briser la glace. Tu as pu le voir déjà, toi, en venant au club. C'est vrai. Je n'ai pas que brisé la glace, j'ai brisé l'épaule aussi. C'est vrai. Comment ça t'est venu l'idée de Net & Connect ? Écoute, j'ai travaillé pendant 3 ans à Barcelone. Et en fait, je joue au padel avec mon équipe, mes clients et mes partenaires. Et en fait, je me rendais compte à quel point le sport était exceptionnel et c'était facile de briser la glace et tout le monde passait un bon moment. Et en fait, en rentrant à Paris il y a 2 ans et demi, je me suis rendu compte que c'était compliqué de trouver un cours, c'était compliqué de trouver des partenaires et je trouvais que les événements business, c'était toujours la même chose. Et du coup, on s'est dit, allez, au début avec 2 amis, on a créé une énorme communauté tech startup padel à Paris. Donc, on est monté à 300 personnes sur un groupe WhatsApp en très peu de temps. Et on a pivoté là en janvier. Donc là, du coup, j'ai continué l'aventure tout seul. Et on est passé sur un club business où là, il y a uniquement des dirigeants avec un système de membership où les gens ont des avantages à la fois business et padel tout au long de l'année. C'est vrai que ce qu'il faut que les gens comprennent bien, il y a toute une valeur sportive de profiter du moment, mais il y a aussi toute une logique commerciale et stratégique pour les membres de ton club parce que leur objectif, c'est aussi de faire des ventes, quoi, tout simplement. Exactement. En fait, le padel est un moyen en fait, de se retrouver qui est un peu original, qui sort des dîners, des cocktails traditionnels. Et finalement, moi, quand j'organise une soirée, donc l'idée, c'est quand même de faire ça en petit comité, donc 25-30 dirigeants qui sont présents. Souvent de domaines différents. Donc, on peut avoir des DG de grosses banques internationales, comme des DG de startups scale-up très connus dans l'écosystème. Et donc, on a réuni plus de 250 dirigeants depuis le début de l'année, donc depuis janvier 2024. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de matcher à la fois le niveau de padel et le niveau business. Donc, il faut quand même qu'il y ait des affinités business. Donc, il y a un peu ce jeu à trouver. Parce que d'un côté, il faut matcher le niveau de padel, parce qu'un dirigeant qui vient, il veut quand même passer un bon moment. Donc, c'est un trop gros écart padel, c'est compliqué. Et après, on part sur 2 heures de padel, donc tout le monde passe un bon moment. On est sponsorisé du coup par Ed et coaché par un professeur qui vient pour l'occasion. Et après, c'est un buffet assez traditionnel. Et du coup, tout le monde est en short, t-shirt. Donc, que tu pèses 100 millions d'euros ou que tu pèses 1 million, eh bien, on est tous égaux et ça marche plutôt bien. Et concrètement, comment ça se passe ? C'est quoi le déroulé d'une soirée Net & Connect ? Alors, le déroulé, c'est très simple. Première partie, présentation des dirigeants et entrepreneurs qui sont là sur place la soirée. Donc, ça dure à peu près 25 minutes. Parce qu'on s'est rendu compte que sur des événements business traditionnels, tout le monde vient pour la même raison. Okay, donc, ça peut être un événement sur la fintech, un événement sur la levée de fonds. Mais en fait, on ne sait jamais qui fait quoi. Et on n'arrive jamais à savoir qui peut être pertinent pour nous. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de présenter les entrepreneurs et les équipes. Donc en fait, ils découvrent leur équipier du jour au début.
Donc c'est assez drôle, il y a des matchs qui se font assez naturellement, d'autres c'est un peu plus compliqué, mais non, c'est très sympa. Donc ils se présentent vraiment 20 secondes, ils pitchent leur entreprise. Donc au moins, tout le monde est en mesure de mettre un visage, une tête sur la boîte en question. Ensuite, on part sur 2 heures de padel, souvent sur un format montant-descendante. Alors il faut savoir qu'il y a quand même 25% des dirigeants en moyenne qui n'ont jamais fait de padel. L'idée aussi, c'est d'éduquer à ça. Et on a aussi des femmes qui viennent. Il faut savoir qu'il n'y a que 15% de femmes qui jouent au padel en France, alors qu'en Espagne, c'est le sport féminin numéro 1. Donc l'idée, c'est aussi d'évangéliser ce sport-là. Et enfin, il y a des moments de pause où buffet, boisson, les personnes peuvent échanger, networker. Et l'idée, c'est aussi que nous, on est là, donc l'équipe Net & Connect, pour connecter, parce qu'on connaît tout le monde. L'idée, c'est de connecter les gens en fonction de leurs enjeux business du moment. Et donc, ça dure à peu près de 19h à 22h30. Voilà. Et toi, comment tu fais, parce qu'il y a un vrai travail stratégique de toi et ton équipe, pour comprendre les enjeux de chacun et les faire matcher les uns avec les autres? Écoute, moi, je passe énormément de temps avec mes clients pour comprendre leurs enjeux business. C'est-à-dire que s'ils viennent, c'est qu'ils voient l'intérêt du networking et des clubs business. Soit ils en font déjà partie de certains, soit pas du tout. Et donc là, du coup, c'est l'idée aussi de leur faire comprendre qu'il y a un vrai enjeu. Et ouais, donc d'essayer de comprendre les enjeux business, essayer de comprendre leurs problématiques, parce que parfois, ils n'ont pas forcément besoin de closer des deals ou de faire des partenariats, mais peut-être d'échanger avec un pair qui est plus avancé que dans le business. Donc c'est comprendre tous ces enjeux-là. Donc j'échange, pour donner un ordre d'idée, je rencontre 200 à 250 dirigeants par mois de mon club et pas forcément de mon club. Donc on est en mesure aussi de faire les intros qui vont bien quand il y a des besoins. Et ouais, donc c'est pas facile, c'est vraiment un boulot à plein temps la semaine. Et avant chaque événement, on a la liste des 25-30 personnes qui vont être présentes. Et l'idée, c'est de faire ça au mieux. Et en fait, le sport permet vraiment de mixer les gens. Et vraiment, on a toujours des très très bons retours. Et ça, c'est top. Voilà. Pour la petite histoire, tu es un bon vendeur parce que tu m'avais mis avec Jules, moi quand j'ai joué, Ouais. que je salue, Jules de l'entreprise Au Pleasure. Et il s'avère qu'on a travaillé ensemble. Alors je ne sais pas si tu avais manigancé le truc ou si c'est le hasard. Mais au-delà d'avoir kiffé pendant 2h30, 3 heures de paddle, pour la petite histoire, on a travaillé ensemble. Ok. Donc, je ne sais pas s'il nous écoutera, mais en tout cas, je le salue. Tu vois, je le découvre avec toi là. Je ne savais pas que vous aviez fait affaire. Que tu saches, en fait, ouais, il y a plus de 300 000 euros de business qui s'est fait dans le club sur les 6 derniers mois qu'on a réussi à traquer. Tu vois, là, tu viens de m'apprendre, alors je ne sais pas combien a été le deal, tu me le diras en off. Mais ouais, on a eu plus de 300 000 euros de business qu'on a réussi à traquer parce qu'en fait, mine de rien, les gens partagent un moment, ils partagent des émotions fortes et on arrive quand même à prendre des dirigeants de grande qualité. Et donc, finalement, du business se fait, mais en général hors du cours. Et ça se fait plutôt très bien. Là, tu vois, tu m'apprends ça aujourd'hui, non, c'est top. Et ça s'est confirmé avec tous les verres, les cafés ou les meetings que j'ai pu avoir avec certains des membres qui, en fait, à chaque fois, ils m'ont dit soit j'ai fait une belle rencontre, soit j'ai fait des deals avec des membres du club. Et l'idée, c'est de multiplier ça et que ce soit véritablement héroïste pour tous les gens qui viennent au club. Et toi, c'est quoi ta relation avec ces chiffres-là? C'est un objectif de le traquer, tu t'en fous, tu veux que ce soit plutôt du off, comment tu te positionnes? En fait, ouais, comme tu dis, il fallait que je tranche sur ce sujet-là. Beaucoup m'ont demandé des apports d'affaires, mais à un moment, un club business, on ne peut pas signer des contrats d'apporteurs d'affaires avec tout le monde. Là, l'enjeu, c'est vraiment d'apporter de la valeur, comprendre quels sont les enjeux business de chaque membre. Donc, essayer d'avoir toute typologie d'acteurs. Donc, ça va être des dirigeants de start-up, des dirigeants d'agences, des décideurs de grands groupes et potentiellement d'autres acteurs qui pourraient être pertinents dans le club en fonction des besoins. Et essayer de trouver un beau mélange entre tout ça et que tout le monde s'apporte et aussi potentiellement inviter des personnes qui pourraient être cibles pour un acteur ou un membre du club. Donc ouais, l'idée c'est vraiment que tout le monde en bénéficie et je ne veux pas traquer ça, pas plus que ça. Je suis très intéressé de savoir quand ça s'est fait, mais je me rends compte que les gens ne me le disent pas et même ils vont estimer que ce n'est pas grâce au club qu'ils ont rencontré les personnes. Donc, bon, là, pour le coup, moi, c'est grâce au club. Ouais, c'est génial. Écoute, on pourra utiliser ce témoignage pour des prochains Net & Connect. Écoute, avec plaisir. Et c'est quoi, toi, ton objectif à court, moyen et long terme avec le club? Écoute, là, actuellement, je m'éclate. Franchement, l'objectif, c'est vraiment de connecter. Finalement, on parle business toute la journée.
on connecte des entrepreneurs autour d'un sport en plein essor qui a plus de 50% de croissance par an en France. Donc là, l'idée, c'est d'être le plus gros club business padel à Paris. Ok. Donc là, c'est vraiment là sur fin 2025, fin 2024 pardon, et début 2025. Mais on veut vraiment se positionner comme premium. Mhm. Et ensuite, aller dans le reste de la France, parce qu'on a déjà été contacté à Marseille, à Nice, ouais, à Lyon, à Toulouse. Et après, potentiellement à l'international, plutôt sur 2026, dans des grandes villes où il y a des dirigeants et des entrepreneurs, où ça fait sens. Donc on pourrait imaginer Barcelone, Dubaï, où il y a des entrepreneurs français aussi. Donc voilà, c'est vraiment créer un écosystème d'entrepreneurs dirigeants, de créer vraiment un club business où tout le monde trouve son compte. Parce que pour que tout le monde le sache, toi, tu as une vraie casquette internationale. Tu as bossé dans différentes startups avec une casquette sales ou partenariale. Ouais. Et du coup, tu as un lien avec ça. Exactement. Moi, j'ai toujours été passionné d'international. Je suis moi-même originaire d'Espagne, de Galice exactement, la Bretagne espagnole, pour ceux qui connaissent C'est là où pas. il pleut. C'est là où il pleut en Espagne, effectivement. Mais il est dit que c'est la plus belle région d'Espagne. Et il le dit en toute objectivité en plus. Je le dis pas, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les Espagnols qui le disent. Moi, j'y vais depuis que je suis gamin tous les étés. Je parle pas gallego, qui est un peu le breton là-bas. Et ouais, effectivement, j'ai toujours voulu travailler à l'international et j'ai eu la chance, à la sortie de mes études de commerce, de lancer le marché espagnol pour une start-up française qui s'appelle Pepernest. Petite Petite start-up qui est devenue grosse. Bon, quand je suis arrivé, on était 200 Ouais. et ils sont montés à 1000 là maintenant. Ouais, Donc, belle réussite. top, ouais. Et ouais, en Espagne, c'était une super expérience. Ouais. J'avais 22 ans à l'époque. Cette opportunité de lancer le marché espagnol, il n'y avait rien. Donc effectivement, j'avais un poste de country launcher, directeur des partenariats stratégiques, et d'impulser vraiment toute la stratégie go-to-market vers les agences immobilières. Donc Pepernest, peut-être pour expliquer, ils aident les particuliers qui déménagent dans tout ce qui est souscription, résiliation de contrat, électricité, gaz, internet, redirection du courrier. Et l'idée, c'était du coup de dupliquer le modèle qui fonctionnait bien en France avec les agences immobilières. Donc le concept était assez simple, c'était de dire aux agences immobilières de présenter Pepernest à leurs clients. C'est un service qui était gratuit pour elles et pour les clients. Et en fait, on rétrocédait une partie de la commission aux agences immobilières en tant qu'apporteur d'affaires. Et du coup, l'idée des directeurs, en tant que directeur partenaire stratégique, c'était l'idée d'aller chercher les gros réseaux immobiliers, et notamment Century 21, voilà, tous les gros réseaux espagnols. Donc ça a plutôt bien fonctionné. On est passé de 0 à 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 3 ans. Ouais, sur l'Espagne uniquement, on est Juste d'accord. sur l'Espagne, Ouais. ouais. Sur la partie agence immobilière. Et on avait une équipe, au début j'étais tout seul et on est passé à 80 personnes. Ok, que tu gérais toi-même. Non, moi je gérais l'équipe, j'avais 10 personnes Ouais. dans l'équipe partenariat stratégique, pardon. Et après il y avait une équipe de sales et de account manager. Par contre, toute la stratégie était impulsée par l'équipe Strategic Partnerships. Ok. Voilà, donc les miennes. Et après, qu'est-ce qui s'est passé après Pepernest? Écoute, après, je suis rentré sur Paris, c'était il y a 2 ans et demi, et j'ai été contacté par Legal Place, Ouais. très belle start-up aussi de l'écosystème connais bien. France, que tu connais certainement. Et, les fondateurs sont d'ailleurs dans le club Net & Connect, je les embrasse. Et l'idée, c'était d'être directeur partenariat aussi dans cette boîte, et reprendre un peu tout de zéro et de monter l'équipe. Donc Legal Place, ils aident les particuliers qui déménagent. Ça, c'est l'ancienne. Ça, c'est l'ancienne. Là. C'est la fin de journée. Ils aident les entrepreneurs à se lancer sur toute la partie juridique. Et c'est très sympa. Donc l'idée, c'était de mettre en place des partenariats avec des banques en ligne comme Conto ou des outils comme Papers pour trouver tout ce qui est serré d'information d'entreprise. Donc ça a bien marché. Et en parallèle, on a lancé une verticale à destination des experts comptables pour aider justement les experts comptables dans tout ce qui est formalité juridique. Donc on a créé un mini SaaS en interne qui a bien fonctionné. Voilà. Ouais. Donc l'équipe est passée de 0 à 5 et là je crois qu'ils sont montés à 10, donc c'est plutôt pas mal. Et bien écoute, pour la petite histoire, on invite Hugues juste bah, après pour le prochain épisode du podcast. Et Hugues, pour les auditeurs, c'est celui qui t'a remplacé. Exactement, que j'ai recruté. Tu t'as recruté. Que j'ai Tu es recruté. devenu calife à la place du calife. Exactement, c'est ça. Et très content, tu vas faire sûrement une très belle interview avec lui. Et oui, effectivement, que j'ai recruté et qui m'a remplacé dans la foulée. Bon, on a travaillé ensemble pendant 3 semaines. Ouais. Transition. Et ensuite, il a pris le relais. Ouais. Avec une autre personne qui s'appelle Louis Duverger,
qui lui s'occupait plus de la partie expertise comptable. Voilà. Ok. Et du coup, c'est juste après Legal Place que tu as créé ta boîte? En fait, au début, Nathan Connect était un side project. Ok. Donc, en tant que directeur partenariat, il y avait un enjeu de faire du networking, du business. Donc, on faisait beaucoup d'événements networking autour de l'entrepreneuriat. Ok. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites à Paris maintenant, notamment les Founders Night ou plein d'événements organisés par la French Tech auxquels on participait. Et j'avais envie de créer du coup ce projet-là. Ouais. Donc l'idée c'était vraiment, titre perso, avec deux amis, de s'amuser et se dire ok on va créer quelque chose un peu de nouveau qui est en fait une communauté tech startup padel à Paris. Donc on a lancé ça en parallèle de Legal Place. Et ce side project a bien évolué à terme. Et après j'ai quitté Legal Place pour partir un mois et demi en Colombie. Donc ça, c'était vraiment une belle expérience. J'étais en fait jamais parti tout seul en voyage. Je montais à 5220 mètres d'altitude. J'ai fini dans une famille indigène en plein milieu de la forêt amazonienne. Bon, c'était une belle expérience. Ouais, j'imagine. Et après, j'ai travaillé pour une autre entreprise. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, malheureusement, qui est un club d'investissement. Et voilà. Et ensuite, je me suis lancé à plein temps sur Nathan Connect. Pour qu'on comprenne bien l'histoire de Lucas, à cette époque-là, tu gagnes très bien ta vie. Tu as des postes que beaucoup d'étudiants en école de commerce, que beaucoup aimeraient avoir. Ouais. Et tu décides de presque tout plaquer Ouais. pour Nathan Connect. Ouais, c'était un peu compliqué en fait. Donc j'arrive dans cette nouvelle entreprise. Et bon, c'est un peu le sujet quand on est dans des boîtes qui sont en pleine croissance. Malheureusement, ils mettent un terme à la période d'essai au bout d'un mois. Et au fond de moi, j'avais une folle envie de lancer ma boîte. Et donc là, j'avais deux possibilités. Parce qu'en fait, du coup, comme j'avais démissionné de Legal Play, je me retrouvais sans chômage. Sans chômage. Parce que comme j'avais travaillé en Espagne avant, je n'avais pas. En fait, quand vous avez une démission, soit vous avez 3 ans au préalable travaillé en France, que j'avais pas parce que j'avais travaillé en Espagne. Soit en fait, il faut avoir 65 jours travaillés que je n'avais pas. Ok. J'avais que 35 jours travaillés. Donc j'avais deux possibilités. Soit je reprenais un CDI dans la précipitation. Et là, du coup, j'aurais dû me faire virer pour récupérer le chômage. Mais du coup, je ne me voyais pas du tout faire ça et me précipiter pour trouver un boulot. Soit je pouvais récupérer un CDD. Et là, pour le coup, j'ai fait le poste de vente par excellence. Ouais. Très... Je vois de quoi tu parles. Ouais, je pense qu'il n'y a pas plus dur que ça. Tout le monde devrait faire une sorte de mini stage de vente de ce type-là. Ouais. Donc en fait, j'ai toujours été admiratif de ces personnes qui travaillent dans la rue à alpaguer du coup des personnes pour vendre, parler d'associations et demander des donations, des dons. Et en fait, le seul CDD que je trouve qui correspond pile aux dates et au nombre de jours dont j'avais besoin, c'était justement un CDD chez Médecins Sans Frontières. Donc je passe d'un salaire à 100 000 euros annuels à travailler pour le SMIC dans la rue. Et donc je fais ça pendant 2 mois. C'était super dur. Genre, je ne m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi dur. Parce qu'en fait, il faisait moins 5 degrés. On dit 150 fois bonjour, on prend 149 bâches. Ouais. C'est terrible. Finalement, je m'en sors pas si mal. On avait des objectifs quand même à atteindre. Et il s'avère que j'ai fait partie des top 3 en France des nouvelles new recruteurs donateurs, quoi. Ouais. Et donc, très sympa, je me suis quand même donné à fond sur le sujet et j'ai énormément appris sur moi et sur les gens à ce moment-là. Et assez drôle pour l'anecdote, c'est qu'en fait, je fais pas 30 jours, mais je fais 29 jours. Ouais. Et là, ils me disent ah, mais non, désolé, faut que tu repartes sur une mission de 6 semaines. Il te manque un jour pour le chômage, c'est pas possible. Ouais. Là, je fais non, c'est pas possible. Là, j'étais pris dans un bootcamp, etc. à côté pour trouver un associé pour Nathan Connect. Et finalement, on arrive à négocier. Négociation. Tu as négocié avec France Ouais. Travail? Non, on négociait avec Médecins Sans Frontières Ah, ok. pour, au lieu de faire 6 semaines, faire 3 jours supplémentaires. Et c'est passé. Ouais. Mais normalement, il faisait pas ça, quoi. Bref. Et du coup, me voilà depuis mars. Du coup, j'ai le chômage et j'ai pu me lancer à fond dans Nathan Connect. Au début, je cherchais un associé, mais maintenant, je suis à fond tout seul, ma vision, et je suis aidé par différentes personnes qui m'entourent dans l'équipe. Et c'est quoi l'élément déclencheur qui te dit, peu importe si c'est le club investissement, si c'est une start-up ou quoi, non, c'est fini pour moi. Moi, je veux me mettre à mon compte et avancer pour moi.
Anecdote assez marrante, 4 jours avant de me faire virer, Ouais. j'ai un dîner de famille et je dis à ma mère et à ma sœur, j'en ai marre de réaliser les rêves des autres. Mhm. J'ai vraiment envie d'aller à fond dans mes projets. Et 3 jours après, je me fais virer. Et là, je me dis, ok, c'est pas possible, c'est un signe, il faut que j'y aille à fond. Et en fait, Net Connect, ça me faisait plus triper Ouais. que Legal Place, que cette boîte dans laquelle j'étais. Et franchement, c'était très dur. Genre, personne n'a compris pourquoi j'avais pris un CDD. J'ai pris beaucoup de risques, mais aujourd'hui, si c'était à refaire, je le ferais 1000 fois. Et aujourd'hui, ouais, en septembre, là, c'est assez fou ce qui se passe avec Net Connect. Et c'est le fruit de 6 mois de travail acharné à essayer de comprendre ce que voulaient les clients, quoi. Parce que, bon, moi je te connais bien, il y a quand même un trait de ta personnalité qui est nécessaire pour bien comprendre ce que tu fais. Mhm. Toi, tu es un amoureux du networking et un amoureux du relationnel. Ça te vient d'où ça? Ouais, mais c'est depuis tout gamin. Je pense que c'est le sang espagnol. En fait, mon père était Ouais. comme ça, mes grands-parents sont comme ça, du côté espagnol. Et c'est vrai que, pour donner une anecdote assez marrante, quand j'étais enfant, on partait en vacances avec mes parents. Voilà, tu vois, dans les clubs, tu vois, assez classiques, rien d'exceptionnel. Mais souvent, dans les clubs, il y a plein d'enfants du même âge. Et parfois, il n'y a rien qui est organisé pour que ces enfants se retrouvent. Et moi, je me disais, mais attends, il a une semaine, 2 semaines, ce serait trop dommage de rester avec ma sœur, chacun de son côté, et parler à personne. Et du coup, j'allais assez naturellement voir tous les enfants qui avaient près mon âge. Voilà, je devais avoir 12 13 ans à ce moment, la première fois que j'ai fait ça. Après, j'ai fait ça jusqu'à la fin de toutes les fois où j'allais en vacances avec mes parents. Et à la fin, en fait, j'allais voir les gens en disant, bah, venez, on fait des choses ensemble, on va faire du foot, du tennis, du padel. Parce qu'en Espagne, il y en avait déjà pas mal. Et en fait, les gens passaient des super soirées, enfin des super vacances. À chaque fois, ils me disaient, mais merci, c'est grâce à toi, etc. Moi, je faisais ça tellement naturellement que j'attendais rien en retour. Et effectivement, voilà, j'ai dupliqué ça après dans le sport. J'organisais beaucoup des parties de foot, j'étais capitaine de mon équipe, etc. Et maintenant dans le business. Donc en fait, là, Net Connect, c'est littéralement 3 de mes passions: rencontrer et connecter les gens, parler business, parce que je suis un grand passionné de business, et faire du sport, du coup, autour du padel. Ok. Et là, Voilà. ça se manifeste comment dans ta vie d'adulte pour qu'on comprenne bien? Bah, comment ça, mon quotidien, c'est assez simple. Je rencontre, comme je te disais, toutes les semaines, je rencontre des dizaines d'entrepreneurs et Mhm. dirigeants qui sont tous ultra inspirants dans leur domaine, qui ont leur expertise, qui sont bien plus avancés que moi en termes de business. J'essaie de comprendre leurs enjeux, voir comment je peux les aider. Et si ça fait sens, qu'ils viennent jouer au padel, ou même si je peux leur faire des intros qui vont bien, bah, c'est génial. Donc voilà, c'est rencontrer du monde, les connecter, parler business, parce que finalement, en fait, on nourrit sa connaissance business à chaque fois que je parle à un entrepreneur, parce que c'est fou à quel point on comprend vite les choses en parlant à des personnes qui sont beaucoup plus avancées que nous au niveau business. Et puis, je fais énormément de sport. Du coup, là, j'avais préparé un Ironman, j'ai fait un Ironman en juin dernier, qui était très dur parce que le lancement d'une boîte et faire un Ironman, c'est vraiment déconseillé. Franchement, ne le faites pas. Enfin, en tout cas, si vous voulez vraiment faire les deux choses bien, ne le faites pas. Parce que moi, j'ai fait les deux en même temps et 20 heures de sport par semaine, plus se retrouver. À ce moment-là, j'étais tout seul dans ma chambre à travailler, c'était horrible. Je déprimais. Donc, faire du sport, mais peut-être avec modération. Donc là, je me concentre beaucoup plus sur Nathan Connect et le sport est Ouais. quelque chose en plus. Donc, je joue au padel. Et là, je vais me préparer pour Irox, Ok. qui est une sorte de CrossFit, circuit CrossFit en avril prochain à Paris. Tu joues un petit challenge sous le Voilà, coude, j'ai quoi. besoin quand même. Ouais. Besoin. Toujours un petit challenge en plus. Sinon, Et, c'est pas drôle. ben non. Et du coup, là, aujourd'hui, dans ton quotidien, puisqu'on est quand même un podcast sur la vente, Ouais, je le rappelle, et l'objectif, c'était d'inscrire la vente dans le networking, ou ouais. d'inscrire le networking dans la vente finalement. Mm. C'est quoi ton rapport à la vente aujourd'hui par le club business pour toi et pour les autres? Alors, mon rapport à la vente, il est présent au quotidien. C'est-à-dire que pour moi, la vente, c'est avant tout comprendre le besoin de ton client. C'est-à-dire que moi, quand je rencontre un dirigeant, j'essaie de comprendre voilà, où il en est. Voilà, s'il est à 20 millions de chiffre d'affaires, 50, 100 millions, combien de personnes il a, quelles sont ses problématiques business et comment moi je peux l'aider, comment le club pourrait l'aider. Comme je te disais, il y en a qui vont chercher beaucoup plus de clients Mhm. parce qu'ils veulent se développer. Il y en a qui vont essayer de chercher des expertises, par exemple réseaux sociaux, sales dans ton cas, RH, ça peut être plein de choses.
Et il y en a d'autres qui veulent justement rencontrer d'autres dirigeants sous un autre contexte que simplement tu vois, aller boire des cocktails. Finalement, ils sont assez frustrés de ça. Et finalement, c'est apporter quelque chose de nouveau pour eux. Et dans la vente, en fait, moi, c'est assez simple. En fait, j'essaie de comprendre leurs enjeux. Je les fais venir à une soirée Net & Connect, ou qui testent. Et ensuite, je me pose avec eux et je vois si ça fait sens de pouvoir travailler avec eux. Donc en fait, derrière, c'est vraiment du sales en permanence. Mais pour moi, je vois vraiment le sales comme comprendre les besoins de son client avant de vendre quelque chose. Ok. Voilà. Ça fait depuis combien de temps que tu fais de la vente? Je dirais 10 ans. Est-ce que tu te rappelles de ta première vente? Alors, je ne me rappelle pas bien de ma première vente, mais Ouais. je me rappelle d'une de mes premières expériences de vente Ouais. qui était assez exceptionnelle, très drôle. Ouais. C'était en Australie. En fait, quand j'étais en école de commerce, on devait faire un stage à l'étranger. Ok. Et donc, j'avais fait un stage à l'époque, déjà passionné de sport, j'ai fait un stage dans l'événementiel sportif Ok. en Australie. Mais je n'étais pas payé. Et du coup, le week-end, il fallait que je travaille. Donc, j'ai essayé de trouver des petits boulots par-ci par-là. Et il y a une expérience qui m'a vraiment. Où je me souviens de ma première vente, c'était assez lunaire. En fait, j'ai travaillé pour un pop-up store, donc une Ouais. petite boutique de vêtements pour bébés. Et du coup, j'avais 19 ans. Je connaissais rien. J'ai jamais eu d'enfant. J'avais pas de petits. Enfin, voilà, c'était super dur parce que je devais conseiller des mamans qui allaient avoir leur nouveau-né. Et, et autant dire que je connaissais rien. Et tu n'en avais rien à foutre. Non, on a fait. Ce qui est assez fou, c'est que la première journée, en fait, où ils me Mhm. mettent, c'était la dernière journée du pop-up store dans ce centre commercial. Ok. Et on bat tous les records. On fait plus de 3 000 € de chiffre d'affaires. Enfin, un truc. On a fait x4 par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Je me suis dit, putain, c'est trop fort. Ouais. Et en fait, ouais, je pense que j'ai une bonne dynamique parce que c'est aussi un nouveau boulot. Il fallait que je fasse mes preuves. Et en même temps, il y avait le fait que ça faisait un mois qu'il y avait un pop-up store là-bas. Ouais. Et donc les gens étaient passés plusieurs fois. Et sinon, ce que j'aimais bien faire, c'était quand il y avait l'oncle qui était vraiment à l'arrache, naissance de son du coup neveu le lendemain, et il savait pas du tout quoi acheter. Ouais. Et moi, ce que je sortais à chaque fois, c'était le best-seller Sophie la girafe. Ah ça marchait à chaque fois. Ah, C'est la Sophie la girafe. Je l'ai en 6 fois, Sophie, à la girafe à la maison. On l'a tous eu, on l'a tous eu. À cause de mecs comme toi, ouais, du coup. Et du coup, bon, j'imagine que c'est pas celle-là, mais c'est quoi ta plus belle vente jusqu'à présent? Bah, écoute, là, je peux pas vraiment l'annoncer parce que c'est pas encore officiel, mais là, je pense que je viens de faire ma plus belle vente avec la plus belle boîte, en tout cas que j'ai pu avoir dans toutes mes expériences passées. Donc, on va organiser un événement assez exclusif, Net & Connect, dans les jours à venir. Donc, quand le podcast sortira, je pense que ce sera déjà live, avec une très belle écurie de Formule 1. Voilà, j'en dis pas plus, vous saurez. Gros partenariat. Très gros partenariat, ouais. Et eux, du coup, si c'est pas indiscret évidemment, comment tu leur as vendu le projet? Ouais, écoute, comment j'aurais vendu le projet? Déjà, j'ai appelé Ouais. call directement. J'ai appelé les personnes qui étaient décideurs. Et comment c'est passé? Ensuite, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un lieu exclusif dans Paris. En fait, il y a l'hôtel du collectionneur qui a un cours de padel en plein milieu de Paris, à côté du parc Monceau, qui est exceptionnel. Et c'est un lieu temporaire. Donc à la fois, j'ai pu bénéficier de l'urgence et j'ai pu bénéficier du cadre exceptionnel et à la fois de faire bénéficier à la fois mon réseau business, sportif et de joueurs de padel aussi. L'idée de l'événement, c'est qu'on va mêler justement business et sport. On va faire venir des célébrités du sport, des célébrités du business et des top joueurs français de padel. Ok. Est-ce que tu as une petite célébrité à nous donner comme ça pour les auditeurs? Allez, Sylvain Wiltord. Ah, pas mal. Pour les fans. Pour l'Euro 2000. Ouais, exactement. Ah, toi, tu connais. Hein. Ah oui. Sylvain Wiltord, ouais. Ok. Voilà. Et pour toi, du coup, c'est quoi un bon commercial? Alors, un bon commercial, 3 choses. Quelqu'un qui arrive préparé, Ouais. qui connaît sa cible, qui a au moins quelques éléments pour faire bonne impression. C'est vraiment important. Deuxième sujet, c'est quelqu'un qui est résilient. Parce que quand on est commercial, on se prend des bâches tout le temps. C'est up and down en permanence, donc il faut être très résilient. J'en parle pas quand on est dans la rue à Dans le froid, à 8h du mat devant le à métro. 8h du matin, à voir les gens à Madeleine qui n'ont pas le temps et vous dites, est-ce que vous voulez Médecins sans frontières? Non, ça c'est bon. Donc être résilient. Et troisième point, hyper important, il faut vraiment être à l'écoute de son client.
Ok. Donc c'est comprendre son besoin, parce qu'en fait, ça ne sert à rien de vendre quoi que ce soit si on ne comprend pas les enjeux de son interlocuteur. Et Voilà. toi, tu te définirais comme quel profil de commercial? Moi, je dirais que je suis quand même plutôt chasseur. Ouais. J'aime aller chercher l'opportunité, j'attends pas qu'elle vienne. Mais je dirais que je suis aussi networker, du coup, parce qu'en fait, j'utilise mon réseau pour aller closer des deals. Parce qu'en fait, c'est ça aussi la puissance du réseau. Là, je me rends de plus en plus compte en étant dedans. Voilà, on a fait venir 250 dirigeants dans le club. En fait, c'est 250 dirigeants qui connaissent des dizaines de personnes. Et en fait, on connecte très très rapidement. Et tu n'aurais pas un petit côté éleveur? Oui, éleveur Un aussi. petit peu? Un petit peu éleveur. Je pense que de toute façon, quand on est entrepreneur, il faut l'être. Ouais. Et dans mes expériences passées, je l'ai été. Ouais. Après, je t'avoue que j'ai une préférence pour la chasse. Ouais. Mais être éleveur, ouais, c'est. Tu vois, quand on organise un événement avec un gros sponsor, en fait, il faut être dans le care, essayer de comprendre et toujours garder une bonne relation avec ses partenaires. Ça, c'est vraiment primordial. J'ai une question piège quand même. Vas-y. Tu bluffes en vente? Alors, je bluffe pas, mais Mais il me sort le regard de poker là. Vas-y. je bluffe pas, mais on m'a appris le fake it until you make Ouais. it. Et en fait, je pense que quand tu es entrepreneur, et ça s'est vérifié, mais tellement de fois, même quand j'étais intrapreneur du coup dans mes expériences Ouais. passées, faut toujours surfer avec la ligne jaune. C'est-à-dire en fait, faut jamais être hors limite. Tu es toujours à deux doigts de passer de l'autre côté. Mais en fait, voilà, tu fais le fake it until you make it qui va te permettre d'avoir le deal, mais qui est OK, quoi, qui passe. Donc je dirais que je ne bluffe pas. Tout ce que je fais, c'est réfléchi. Je vais jamais bullshitter, donc dire des choses fausses. En revanche, le fake it until you make it, donc ouais, faire genre que ça va se faire. Voilà. C'est quoi la limite? La limite, c'est de mentir, c'est de se dire Ouais. vraiment ça va pas se faire. Ça va pas se faire. Un exemple concret, c'est là dans le cas de l'événement, enfin d'événementiel, tu vois, je peux aller signer des sponsors, Ouais. leur dire ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est ok. En fait, répondre à toutes leurs exigences. Et en fait, en étant pas du tout transparent, on a un retour de bâton qui fait plus mal parce que vous perdez le partenaire, tu perds le client, tu perds tout. Donc, vaut mieux être transparent, quitte à peut-être risquer le partenariat ou le deal, mais au moins on est droit dans nos bottes. Et donc le fake it until you make it, c'est juste, je rajouterai une petite couche en plus qui fait que tu peux avoir le deal, quoi. Voilà. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément anglophones, on a aussi des jeunes commerciaux étudiants. Fake it until you make it, c'est vraiment, tu feins quelque chose jusqu'à ce qu'il se réalise. Donc Exactement. on ne te demande pas d'inventer un truc sorti Exactement. de terre, Mm. mais de potentiellement faire croire à ce que tu réussis à faire quelque chose jusqu'à ce que ça devienne vrai. Donc c'est important en fait, ce que tu nous dis à la fin, c'est de Exactement. ne pas mentir non plus, quoi. En fait, on ment pas. De toute façon, quand on est entrepreneur, on doit aussi prévoir le futur et s'imaginer les choses. Ouais, finalement, comment je dire, on va aider le client en question à se visualiser dans le futur avec toi. Et donc, il y a un petit peu de fake it, parfois. Ouais. Du coup, comme on a pas mal de jeunes commerciaux qui nous écoutent, Ouais. qu'est-ce que tu leur conseillerais, toi, pour devenir des meilleurs commerciaux, des meilleurs vendeurs? Donc, des jeunes qui commencent. Ouais. Ouais. Bon, enfin, après, j'imagine qu'un conseil s'adapte à tout le monde. Ouais. Allez dans la rue, faites recruteur donateur. Non, je pense qu'il faut faire des jobs très difficiles au début pour se faire la main. Moi, sur mes premiers jobs, je faisais 70 calls par jour. Et c'est comme ça qu'on se fait la main, c'est comme ça qu'on développe un meilleur relationnel, une meilleure écoute. Donc c'est vraiment se donner du mal dans les premières années pour développer une finesse business. Se former, parce qu'aujourd'hui il y a plein de formations qui sont données. Toi d'ailleurs, tu veux lancer une formation, donc c'est top ce que vous faites. Et apprendre des personnes qui sont plus avancées que soi dans le business. Mais ouais, il faut, pour moi, un très bon sales, c'est quelqu'un, en tout cas qui commence, c'est quelqu'un qui a envie et qui veut progresser. Et il faut être coachable, c'est-à-dire qu'il faut accepter le feedback pour s'améliorer. Mais il faut être résilient, on revient à ce qu'on disait avant. Tu as un conseil, toi, qu'on t'a donné qui t'a marqué, ou un livre, un podcast, un film, un truc? Ouais, là c'est un livre que je suis en train de lire. Et finalement, ça fait écho à pas mal de choses que j'ai vécues ces 10 dernières années autour de la vente. Il faut vraiment être sold. Donc le livre s'appelle Sell or Be Sold. Super livre, d'ailleurs que je te recommande si tu l'as pas lu. Ouais. Cardone? Ouais, de Cardone, top.
en audio ou à écrit. L'odeur du livre. Audio livre pour ceux qui aiment pas lire. Et il dit quelque chose qui est vrai et qui se confirme à chaque fois, c'est qu'il faut être solde soi-même sur son projet, sur ce qu'on vend, pour être capable de vendre au mieux son produit. Là, aujourd'hui, moi, je suis convaincu de la valeur que j'apporte à mes clients sur Let Connect. Si je ne le suis pas, pourquoi ils paieraient pour un service auquel moi, je ne souscrirais même pas. Voilà. Globalement, c'est être convaincu pour être convaincant, en fait. Exactement. Ouais. Ouais, exactement. Et c'était le cas chez Paperless. Moi, j'étais moi-même utilisateur. Legal Place, quand j'ai lancé ma boîte, j'ai utilisé Legal Place. Et voilà, et je pense que c'est hyper important. Si vous n'êtes pas convaincu par le service ou le produit que vous vendez, vous ne serez pas en bon sales. Mais ce qui est formidable quand même dans ce podcast, c'est qu'on vient dans un podcast de vente, tout le monde s'attend à ce qu'on ait un mec fort en couleur qui dit moi je vends de la glace à un Esquimau. Alors celle-là je la ressors tout le temps, mais elle est assez explicite. Et finalement tu nous parles de préparation, tu nous parles de découverte, tu nous parles énormément de networking, d'autorité. Et en fait c'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi. C'est-à-dire qu'on est là pour dire ouais, c'est sûr qu'être fort en couleur, argumenter, c'est hyper utile. Maintenant il y a tout plein d'éléments qui vont être aussi utiles, si ce n'est beaucoup plus important, pour convaincre. Et donc, ça nous amène à la thématique du jour, qui était le networking dans la vente. Et je pense que toi, tu as une vraie expertise à apporter aux auditeurs sur la manière dont on va utiliser le networking pour vendre. Ouais, tout à fait. En fait, le networking, c'est un canal d'acquisition comme un autre. Donc, on a le SEO. Donc là, c'est du référencement sur Google. Le SIS, c'est l'acquisition payante, donc via de la publicité. On a du coup le cold call. On a aussi de l'inbound, si on fait de la pub, donc on récupère pour la partie sales. Et le networking, c'est une branche comme une autre. Voilà. Après, donc, il y a différents moyens de le faire. Soit on fait partie d'un club, comme Net Connect, soit on va à des soirées qui sont organisées par Station F, par tout type d'entreprises qui se spécialisent là-dedans. Donc, ouais, c'est important, parce qu'en fait, le networking, c'est un canal d'acquisition. Et moi, j'ai des clients, ils closent uniquement via ces canaux-là. Voilà. Donc, parce que finalement, le networking, c'est de l'humain, c'est rencontrer ses clients. Et quoi de mieux que rencontrer les personnes avec qui on va travailler? Et selon toi, qu'est-ce qui fait que c'est un canal d'acquisition qui est héroïste? Justement, c'est héroïste. Après, c'est comme tout, hein, il faut se former sur le networking. Nous, avec Net Connect, on le facilite parce que grâce au sport, briser la glace, c'est plus simple. Quand on est en short t-shirt, on est tous égaux, tu l'as vu. Bon, peut-être pas avec une épaule en moins, mais On se débrouille quand même. on se débrouille quand même. Et ouais, en fait, il faut apprendre à networker sans être non plus trop lourd. Il faut aussi bien comprendre les enjeux. Et ouais, c'est un moyen de faire du business et de pouvoir accélérer très grandement la croissance de sa boîte. Et concrètement, aujourd'hui, en quoi un visiteur de Net Connect, il a plus de chances de closer un prospect chez Net Connect plutôt que de l'appeler en cold call ou par reco ou que sais-je? En fait, sur Net Connect, ce qu'on disait, c'est premièrement, nous, déjà, on trie sur le volet tous les dirigeants qui viennent. Donc, en fait, les gens qui viennent veulent faire des rencontres et faire du business. Okay, et le padel, c'est un prétexte pour les réunir. Parce qu'en fait, au lieu d'aller dans une soirée networking où ils ont l'impression de travailler, finalement, c'est ça, c'est le prolongement du journée de travail, une soirée networking. Alors que là, c'est 2 heures de padel. Va pas trop loin sur le côté paddle kiff parce que je dis à ma femme que je vais bosser moi quand je viens, donc s'il te plaît, respecte. Non, mais donc du coup, voilà. Donc, je dirais que le premier point, c'est du coup de vraiment on trie sur le volet les personnes qui viennent dans le club. C'est important pour faire du business et aussi apporter de la valeur parce que chacun a son expertise. Deuxièmement, on fait en sorte que tout le monde puisse se connaître. Donc, on reste en petit comité, 25-30 personnes. On n'est pas sur des événements à 400 ou impossible de trouver la bonne personne avec qui parler. Et 3, on fait tout pour que les bonnes personnes connectent entre elles. C'est-à-dire, voilà, toi, ton enjeu, c'est d'aller chercher des boîtes entre 1 million et 10 millions de chiffre d'affaires, d'aller taper le CEO, par exemple. Eh bien, l'idée, en général, dans une soirée de 25-30 personnes, il y a 4-5 personnes par participant qui sont pertinentes. Et même, on se rend compte, là, j'ai une anecdote assez drôle, là, j'ai une femme qui était venue à un événement
elle avait une boîte dans les bijoux. Elle avait personne en premier degré là, dans la soirée qui était pertinente pour elle. Et en fait, une personne dans la soirée l'a mise en relation avec un gémologue. Et maintenant, elle fait du business avec cette personne. Donc, comme quoi, il ne faut pas sous-estimer le réseau du réseau. La force du réseau. La force du réseau et les seconds degrés, les secondes relations. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait développer son network, tu lui dirais quoi? Il faut rencontrer du monde. En fait, il ne faut pas hésiter à contacter les gens. Après, il faut apporter de la valeur aussi. Il ne faut pas dire, est-ce que tu peux m'octroyer 15 minutes, on en parle, parce qu'il faut quand même que les gens voient leur intérêt quand même, parce que c'est quand même 15 minutes, 30 minutes de leur temps. Et moi, je dirais contacter sur LinkedIn. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi simple de contacter le CEO d'une grosse boîte sur LinkedIn. Moi, j'ai des gros dirigeants qui m'ont envoyé des messages sur LinkedIn via des posts. Pas hésiter aussi à poster sur LinkedIn parce que ça arrive de parler de ses aventures commerciales, de ses apprentissages, de toutes ces choses, de ses expériences. Parce que ça amène aussi des personnes qui nous ressemblent. Ouais. Et ouais, je dirais se pousser à faire des cafés, des déjeuners régulièrement à Paris. Si on est à Paris, même dans d'autres villes, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, peu importe la ville où vous habitez, il y a d'autres entrepreneurs qui seraient très intéressés de connecter avec vous. Et toi, comment tu recontactes après une soirée business quelqu'un que tu as rencontré sans faire le rat mort, globalement? En fait, moi, j'essaie de bien comprendre l'enjeu de la personne. Si ça ne fait pas sens tout de suite, moi, je n'arrive pas forcément. Le mieux, c'est de prendre un rendez-vous directement le jour J en disant écoute, Simon, je te propose qu'on se fasse un rendez-vous. C'est ce qu'on avait fait d'ailleurs. C'est vrai. On s'était vu autour d'un padel et je t'ai dit voilà, ça te dit qu'on se fasse un déjeuner ou un café la semaine prochaine. Un moment où ça fait plus sens de parler business. Parce que là, en fait, sur un moment networking, l'idée, c'est d'être efficace et de parler quand même à un maximum de personnes. Donc vraiment, aller prendre le bon rendez-vous et après, garder toujours en tête, avoir un CRM. Nous, on utilise Pipedrive, par exemple. Et donc, à chaque fois que je rencontre de nouvelles personnes qui peuvent être pertinentes, soit pour un sponsoring, soit pour un partenariat, soit pour être membre du club, on le met dans le CRM. Voilà. Et comment tu restes? Il y a une question, moi, qui m'intéresse aussi, c'est comment tu restes dans le paysage d'une personne? Parce que c'est vrai, tu vas à une soirée, alors c'est vrai que le sport rapproche plus que juste on boit un verre et on se donne une carte, mais comment tu restes dans le paysage de tes prospects ou de tes partenaires après une soirée business? Moi, je reste dans leur paysage en postant sur LinkedIn. Ouais. En fait, j'ai un personal branding, en tout cas que j'essaye d'avoir autour du sport et du business, qui est assez original, je pense en tout cas. Enfin, j'essaye de l'incarner au mieux. Et finalement, je rajoute cette personne sur LinkedIn et on continue à échanger. Et puis même moi, je suis les actualités de ces personnes-là. Voilà. Ok. Et peut-être avant-dernière question, tu le vois comment le paysage du networking en France? Vieillissant. Ouais. C'est un peu toujours la même chose. Le cocktail, le dîner. Il y a un nombre de clubs incommensurables à Paris et dans toute la France. Ils ont tous des bons côtés, des moins bons côtés. Mais je pense que les nouvelles générations ont envie de faire autre chose, ont plus forcément envie d'aller prendre un dîner, une coupe de champagne, un énième cocktail et avoir l'impression de travailler sur une soirée. Donc amener cette petite touche sportive. Et il y a d'autres initiatives. J'ai des amis qui lancent des clubs autour du running, qui lancent des clubs sur plutôt des voyages. Donc ça, c'est des choses qui arrivent et finalement les nouvelles générations sont très friandes de ce type de choses et nous on surfe sur cette vague-là. Pour l'instant c'est le padel, peut-être ce sera d'autres choses à terme, mais en tout cas, on essaie de... Le français, il est bon networker ou pas? Moi, ce que je connais, c'est l'espagnol, l'américain et le français. Je dirais que l'espagnol, en fait, ça se fait tellement naturellement, c'est tellement culturel. L'américain, c'est aussi très naturel pour eux. Non, je dirais qu'on n'est pas les meilleurs. On n'est pas les meilleurs. On n'est pas du tout les meilleurs. Et si vous voulez progresser. Justement, et c'est pour ça que Nathan Connect, tu vois, les gens viennent et ils me disent « Attends, mais j'ai jamais autant brisé la glace avec des entrepreneurs, c'est fou. » Donc, venez tester, de toute façon, il faut venir tester une soirée padel. Lucas Lopez sur LinkedIn, vous ne pouvez pas le rater, vous lui envoyez un MP et il vous accueillera avec plaisir. Avant de passer à la petite mise en situation, j'ai une dernière question que je pose à quasiment toutes les personnes que j'ai en entretien d'embauche. Ok.
Ah ouais, t'avais pression, là. Ah ouais, pression. Je te prends ou Donc je là, te prends tu vas pas? me recruter ou pas là? J'ai pas Ah, les moyens de putain, te payer. Tu j'ai- coûtes trop cher, toi. Si tu avais Faut que je l'opportunité. te au SMIC. Hein. Eh ben alors, le SMIC, ça Il y a va 9 par mois, contre. j'étais au Ouais, SMIC. bah Hein. c'est bien. Alors, on va en reparler après. Si tu avais l'opportunité, toute épreuve confondue, tout type de personnalité confondue, célébrité, acteur, sportif, homme d'affaires, politicien, euh, de déjeuner avec une personne, tu déjeunerais avec qui et pour lui demander quoi? Là, avec Rafael Nadal, Ouais, parce que là, il vient de prendre sa retraite. J'aimerais comprendre ce que ça fait d'avoir poursuivi ses rêves pendant tant d'années, ouais. jusqu'à ses 38 ans. Là, il va prendre sa retraite cette semaine suite à la Coupe Davis. Quand ce sera passé, il aura pris sa retraite quand le podcast sera sorti. Et essayer de comprendre comment on fait pour arriver à un tel niveau d'excellence, tout le travail qu'il y a derrière, qui est millimétré, et aussi depuis son plus jeune âge avec son oncle qui l'a encadré. Donc ouais, ce sera un dîner avec lui. Et pourquoi pas via Net Connect, il aura plus de temps dans les années à venir. Donc pourquoi pas lancer le marché espagnol et avoir Nadal comme ambassadeur. Et tu l'emmènes manger où? Putain, je l'emmène manger où? Ah Eh oui. ouais, Eh oui. ah ouais, pas facile ça. Où ça, à Paris, peu Où importe. tu veux. Ok. Oh, je l'amène en Galice. Allez. Je fais goûter les. Bon, il doit connaître, mais même peut-être pas. Je l'amène goûter nos mets gallegos sur la côte atlantique. Tu vas mieux manger qu'avec Joko, je pense. Ouais, je pense aussi. Puis même, il sera très content de goûter la gastronomie espagnole qu'il connaît bien. Donc voilà. C'est clair. Il y a le pulpo à la gallega, faut tester. Hein. Eh bien, écoute, je te remercie. Mais avant de te plaisir. libérer, Ah non, encore une dernière, là. J'ai Ah un là petit là. défi quand même pour toi. Oula. Tu vas devoir me vendre un produit insolite. Mhm. Alors, on a comme produit insolite Ok. un labello au cornichon, Un labello au cornichon. un labello au Ok. cornichon, Ouais. un gel douche Ouais. à la tartiflette, un peigne pour chauve, un dentifrice choupa choups chocolat vanille. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est déjà pas mal. Bracelet gel, non? Un bracelet. Ah oui, tu l'as vu sur la table. On a un bracelet gel hydroalcoolique. Voilà, j'avais vu. Ouais, t'as repéré. Ça fait 1 heure que tu te prépares à me le vendre. Exactement. Écoute, Eh ben, partons écoute, sur le bracelet gel. Tu Hein. vas me vendre un bracelet gel hydroalcoolique. J'ai combien de temps? T'as le temps qu'il te faut. Ah ouais? Ok. Bah écoute Simon, là je vois que tu as une montre. Est-ce que tu as l'habitude de porter des bracelets? J'ai quelques bracelets ici, ouais. Ah ouais. Et pourquoi tu les portes? Bon, je les trouve jolis. Ouais. Tu les as eu dans quelle occasion? C'est des cadeaux d'anniversaire? Ouais, il y a des cadeaux d'anniversaire, il y a des conneries que j'ai achetées en vacances. Ok. Il y a un peu de tout. Donc ça a du sens pour toi ces bracelets? Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, donc plutôt des cadeaux quoi. En Ouais, général. c'est ça. Ok. Et pour savoir un peu, alors, c'est l'hygiène avec le Covid, voilà, tout le monde se lave les mains, enfin encore plus régulièrement. On a même utilisé des gels. Toi, est-ce que tu utilises souvent, enfin, genre combien de fois par jour tu te laves les mains, par exemple? Ah là, je suis piégé. C'est-à-dire que si je te réponds un truc faible, je suis un porc. Donc je suis obligé de te dire oui, c'est important pour moi. Non, mais ça doit être important pour toi, mais à peu près Oui. combien de fois? Je sais pas, je vais pisser 5-6 fois par jour. Donc déjà, 5-6 fois plus avant les repas, quoi. Ok, bon, on va dire une dizaine de fois, quoi. Ouais. Ok, une dizaine de fois par jour, très bien. Et gel hydroalcoolique, tu utilises ou tu as déjà utilisé? Je suis utilisé pendant le Covid parce qu'on en avait partout, mais sinon, je t'avoue que pas plus que ça. Ok, ok, ça marche. Et pourquoi tu n'en utilises pas plus que ça? Enfin, Pas un réflexe, ok. tout simplement. Et donc quand tu laves les mains, toi, savon quand même, ou tu fais ça à Ça l'arrache? dépend, ça dépend. Plutôt savon, mais bon, allez, on va pas mentir pour les auditeurs, ça dépend. Alors, il faut savoir que tu sais, le gel hydroalcoolique, tu peux vraiment en mettre à tout moment et c'est plus efficace que se laver Ouais. les mains juste avec de l'eau. Et donc là, je vois que tu portes des bracelets, tu es un adepte des bracelets. On a conçu quelque chose qui est fait pour toi, c'est-à-dire un bracelet aussi design que ce que tu as, avec une petite alimentation pour mettre du gel hydroalcoolique dedans. Ouais. Donc c'est ça, une fois, ça dépend de ta consommation, hein, c'est toujours pareil, mais une fois par jour, une fois tous les 2 jours. Donc, très très pratique. Et donc du coup, tu pourrais directement, une fois que, juste avant tu as un rendez-vous client par exemple, avant un dîner, déjeuner, donc tu parlais des repas, et après être allé aux toilettes, au lieu d'utiliser le savon qu'il n'y a pas forcément, ou que tu n'utilises pas forcément, eh bien utiliser directement ce bracelet, qui est très facile d'utilisation. Je peux te faire une petite démo là si tu veux. Et ça coûte seulement 5 euros.
Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça intéressant, mais Ouais. ça me fait gagner quoi concrètement ce bracelet? Bah écoute, c'est assez simple. Ça te permet, d'avoir quelque chose de stylé en plus. Ouais, je vois que tu as Ouais. quand même 5-6 bracelets au poignet droit, donc c'est un bracelet supplémentaire. On l'a fait design exprès pour des personnes comme toi, Ouais. parce que si c'est moche, personne va l'acheter. Deuxième point, c'est très facile d'utilisation. Au même titre que quand tu te brosses les dents, tu vas pouvoir recharger ta petite dose de gel hydroalcoolique. Et troisième point, ça c'est quand même plus important, c'est qu'en fait tu vas vraiment être, tu vas avoir les mains plus clean que jamais. Et ça va t'éviter, tu vois, quand on voit pollution, tous les problèmes qu'on a actuellement, Covid. Moi j'ai eu le Covid, tu vois, il y a 3 semaines. Ok. Ouais, donc ça revient même à ce moment-là. Donc peut-être que si j'avais eu ce bracelet, je n'avais pas encore eu la connaissance à ce moment-là, j'aurais pu éviter d'avoir le Covid. Voilà. Bravo. Et ben écoute, moi je suis chef d'entreprise. Je peux pas me permettre d'être malade. Ouais. Je vais te l'acheter ton C'est bracelet. vrai? Ouais. Ah, génial. Bravo. Fait à faire. Merci beaucoup Lucas pour le Merci. podcast. Merci à toi. On te souhaite le meilleur pour Net Connect et puis on se On se voit autour on du se panel retrouve là. autour du cours, ouais, exactement. C'était Plus belle la vente. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. On vous donne rendez-vous tous les mardis pour plus d'histoires autour de la vente. N'hésitez pas à vous abonner à notre page.